La vérité, ça n'a aucun rapport avec le droit. La vérité, c'est le métier des historiens. C'est notre métier. Là, nous ne sommes pas des juges, Benjamin et moi. La question de la mémoire est devenue aussi un instrument diplomatique, un instrument politique dans la gestion des relations internationales. Vous savez comme moi, quand vous avez été à l'école, on vous a appris certes des dates, certes des faits, mais c'est au final qu'on vous explique la compréhension du sens de l'histoire. Le tout se regarde sur le temps très long. Ce rapport à la France au monde, c'est 5 siècles d'histoire. Les historiens peuvent publier énormément de livres, recueillir énormément de témoignages, faire beaucoup de films, mais l'image, c'est juste une image, comme disait Godard. Ça ne permet pas véritablement de guérir. Ce qui permet, entre guillemets, de guérir, c'est l'acte politique. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ce sont les mots presque irréels que prononçait Jules Ferry en 1885. C'est en effet au XIXe siècle que la colonisation française a connu une expansion massive, notamment en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Ces raisons sont multiples: motivation économique, recherche de nouvelles ressources et de marché pour les produits français, motivation politique, désir de puissance et de prestige sur la scène internationale, et motivation culturelle, mission civilisatrice, avec l'intention de diffuser la culture et les valeurs françaises. Mais la colonisation et la décolonisation française ont engendré de nombreux déboires dans les territoires colonisés. Extermination de populations autochtones, pillage des ressources, mise en place de systèmes sociaux profondément inégalitaires, assimilation culturelle forcée, tracé de frontières arbitraires, pour finir par de sanglantes guerres d'indépendance. Quelle cicatrice a laissé la colonisation française? Que doit faire la France pour guérir ces maux? Doit-elle s'excuser? C'est le sujet de cette rencontre. Benjamin Stora, vous êtes né à Constantine, en Algérie, docteur en histoire et en sociologie, ancien président du Musée national de l'histoire de l'immigration. Vous avez enseigné l'histoire du Maghreb contemporain, les guerres de décolonisation et l'histoire de l'immigration maghrébine en Europe à l'université Paris 13 et à l'INALCO, mais aussi à Hanoï, à New York, à Rabat et à Berlin. Vous avez écrit une multitude d'ouvrages sur le sujet qui nous anime aujourd'hui et vous venez de publier L'arrivée de Constantine à Paris aux éditions Talendier. Pascal Blanchard, vous êtes historien, spécialiste du fait colonial et des immigrations, chercheur associé au CRHIM et co-directeur du groupe de recherche ACHAC sur les représentations, les discours et les imaginaires coloniaux et post-coloniaux. Auteur et co-auteur d'une 60aine d'ouvrages, vous venez de sortir Olympisme, une histoire du monde, aux éditions de La Martinière. Je vais vous poser une première question, Pascal Blanchard, pour introduire ce débat. Pourquoi y a-t-il encore un problème avec la colonisation? Pour 3 raisons. La première raison, c'est une longue histoire. Une longue histoire qui traverse... Nous allons bientôt fêter le 5e siècle de l'histoire impériale depuis qu'un marin s'est perdu en 1534 sur les rives du Saint-Laurent au Canada. 5 siècles d'histoire, ça laisse des traces. Et vous l'avez parfaitement exposé dans votre avant-propos. Cette histoire, elle est faite d'énormément de choses. Des conflits, des décolonisations, des conquêtes, mais aussi des histoires de pacification, d'administration de territoire, des pertes de colonies, des empires premiers puis seconds. Tout ça fabrique par définition de la mémoire. Pour certains, douloureuse. Pour d'autres, complexe. Deuxième point, nous vivons dans un pays dont la République a hérité d'un empire et a développé cet empire. Et a même agrandi énormément cet empire. Et les principes de la République, des fois, s'entrechoquent. Et vous avez cité Jules Ferry, un discours de 1885. Si on disait aujourd'hui que ce discours est fait par un grand républicain, certains pourraient y trouver à redire. Donc on voit bien qu'il y a aussi une contradiction entre République et colonie, et qui fait donc débat, et qui fait encore débat dans nos héritages, de la manière dont on hérite de cette histoire et dont la République doit le digérer. Troisièmement, nous vivons dans un pays où il y a des gens qui sont directement liés par leur famille, leur récit personnel, leur parcours, par leurs parents qui sont venus ou leurs grands-parents dans ce pays, liés à cette histoire. Je pense notamment aux Pieds Noirs, je pense aux Harkis, je pense aux enfants de l'immigration qui viennent du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest, de Madagascar. Je pense aussi à nos territoires ultramarins. C'est quand même aussi un des héritages de l'histoire impériale. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. On voit qu'en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie, le débat sur les décolonisations n'est même pas terminé. Nous sommes encore dedans. Ces 3 raisons-là, avec cette difficulté pour l'État, pour la République, de transmettre ce récit, de trouver une voie médiane pour pouvoir bâtir un récit du commun autour de ça, explique que ces sujets sont encore polémiques, font débat et sont toujours présents dans nos gros enjeux contemporains. Vous venez de parler de République. Oui. Benjamin Stora, la République d'aujourd'hui est-elle responsable des actions de la République d'hier?
notamment quand ce n'est pas la même. D'abord, c'est la même parce que la Ve République est née pendant la guerre d'Algérie, en 1958. Donc la constitution de la Ve République était reçue en héritage de la guerre d'Algérie. Et ça, on l'a oublié. On oublie toujours beaucoup de choses, d'ailleurs. C'est-à-dire l'article 16 qui donne les pleins pouvoirs au président de la République, le rôle décisif donné à l'exécutif sur le Parlement. Tout ça, c'est en fait une période qui était très troublée, qui était celle de la guerre, en fait. C'était une constitution pour mener la guerre, pour livrer une guerre à laquelle aucun des successeurs du général de Gaulle n'a ensuite touché. Donc il y a une espèce de secret de famille dans cette histoire. C'est-à-dire que personne n'a osé toucher une virgule de ce qu'a été, disons, cette Ve République, cette constitution. D'autre part, le personnel politique issu de la République, la Ve République, plus récemment, a été directement mêlé à l'histoire coloniale ou la décolonisation. C'est un personnel politique qui n'est pas vierge. L'histoire ne s'est pas arrêtée en 1945 avec Vichy. L'histoire a continué. Elle a continué avec, bien sûr, la décolonisation, les guerres d'indépendance, Pascal vient de le rappeler, la guerre d'Indochine, Madagascar, le massacre de 47, etc. Donc, en fait, le personnel politique français, sans l'avouer aussi, décidément, il y a beaucoup de guerres sans nom, elle est issue aussi de cette histoire coloniale. L'histoire coloniale, en d'autres termes, n'était pas une histoire périphérique, c'était une histoire qui était au cœur de la République. C'était pas du tout une histoire annexe. C'est celle qui fabriquait la grandeur du nationalisme français. Ce qui fabriquait, disons, ce rêve de puissance, de grandeur sur des espaces très larges et très importants, c'est les colonies. Donc la question de la perte à un moment donné des colonies, sous la forme du passage aux indépendances politiques, a été très mal vécue à retardement, du point de vue d'une grandeur perdue du nationalisme. Et donc là, il y a un lien direct, sans qu'on le dise aussi, décidément, sans qu'on l'assume aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grandeur perdue, disons, de ce qu'a été l'Empire. Et à partir de ce moment-là, on rêve cette sorte, disons, de retour à la conquête de la mission, de la civilisation, de la France. Il y a ce rêve de conquête par la civilisation, alors qu'on le sait, la conquête coloniale a surtout été une conquête de destruction et non pas de civilisation. Donc c'est très difficile à partir de là. À partir de toutes ces raisons, il y en a d'autres, beaucoup d'autres, parce que, en particulier, le fait que la décolonisation ne s'est pas vraiment achevée après les indépendances politiques. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler sorte de post-colonial, c'est-à-dire ce qu'on appelle la France-Afrique, fondamentalement. C'est-à-dire que énormément de pays africains sont restés dans le giron, disons, de la France, et on pourrait presque dire aujourd'hui, que dans le fond, l'Empire français est en train de craquer aujourd'hui. C'est pour de bon. Un peu comme l'Empire russe a craqué récemment avec ce qu'on connaît en Ukraine. Et donc les empires craquent encore. Ils continuent de craquer. Mais sans qu'on le dise, évidemment. Sierra Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal. Ce sont des, comment dirais-je, des territoires anciennement colonisés qui, à nouveau, notamment par l'intermédiaire des jeunes générations, veulent plus d'émancipation, plus de distance avec l'ancienne métropole coloniale. Donc ça fait beaucoup de raisons. On est au cœur, disons, de tous ces débats. Est-ce que vous voulez réagir, Pascal Moncharge? Oui, en même temps, chaque république a eu sa propre respiration. La première au moment de la Révolution française, la seconde, 48 avec les abolitions, la troisième République et la République conquérante. La troisième République nous fait passer d'un empire d'1 million de kilomètres carrés à plus de 11 millions de kilomètres carrés. Donc c'est une République conquérante et impériale. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La quatrième a mis les pieds, les mains, la tête dans les décolonisations, dans la violence pour garder un empire. Personne n'imaginait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la France pouvait rester une grande nation sans cet empire. Toute la classe politique, à l'exception du Parti communiste, assez tardivement. Et la cinquième, comme vient de le dire Benjamin, hérite de tout ça. Et hérite aussi des contradictions de tout ça. Hérite d'une part de responsabilité, non pas individuelle, des hommes en tant que tels, même si certains pourraient être individuellement concernés, mais elle hérite d'une manière dont la République a été aux colonies. C'est pour ça que la République d'aujourd'hui est questionnée. Et elle est questionnée sur une histoire longue. Cette histoire, elle commence, je l'ai dit, avec la Révolution française, si on voulait parler du moment républicain en tant que tel. Et elle a ses ambiguïtés. Donc c'est normal que la République d'aujourd'hui, le débat sur l'excuse, on en parlera plus tard, est un autre sujet, mais en tout cas qu'elle sente une part de responsabilité, en tout cas morale, mémorielle, historique, parce qu'elle est l'héritière des 4 républiques qui l'ont précédée. Donc il y a un débat qui se pose. Pourquoi on serait les héritiers de la Révolution française et pas les héritiers de l'Empire? La question peut aussi se poser. Et nous, Français, on aime bien être héritiers de notre histoire pour se construire et se bâtir dans le présent. Donc regardons notre histoire dans toute sa globalité, y compris l'histoire de l'esclavage.
qui fait aussi partie de ce récit, y compris les ambiguïtés de la Première République sur les terres lointaines ultramarines. C'est un sujet qu'on et je rejoins Benjamin Stora sur un point essentiel, ce n'est pas un sujet périphérique, ça a été un sujet central. Qu'aujourd'hui, certains voudraient nous le faire croire comme un sujet de là-bas, ce qui s'est passé ailleurs, ce qui s'est passé en périphérie de l'Hexagone, mais non, ça s'est passé là-bas et ici, et c'est ça justement qui fait que ça fait une histoire globale dont notre République actuelle, dans notre temps présent actuel hérite. Et Benjamin a raison de le dire, les craquements de l'Empire continuent à s'entendre. Entendez les bruits. Et ils sont partout. Et dans nos outre-mer, on a vu les dernières crises depuis une vingtaine d'années qui se sont succédées. Ce n'est pas un petit débat, y compris les crises politiques, avec les dernières élections qui ont été extrêmement, je dirais, alarmantes sur qui a voté. On le voit ce qui se passe actuellement en Polynésie avec un désir d'indépendance. On le voit avec les 3 référendums en Nouvelle-Calédonie. Cette histoire s'écrit toujours. Nous vivons le temps de l'histoire. Ne pensons pas que c'est simplement un regard sur le passé. Vous avez parlé de responsabilité individuelle. À ce sujet, en France, les lois d'amnistie établies lors des accords d'Évian en 1962 ont permis que personne ne soit jugé pour les tortures et les crimes commis pendant la guerre d'Algérie. Ces lois sont-elles toujours d'actualité, et si oui, pourquoi ? Alors d'abord, il y a eu tellement de lois d'amnistie qu'on pourrait pratiquement faire une conférence, Benjamin et moi, sur les lois d'amnistie, parce qu'il y a les décrets de 62, les textes complémentaires de 62, 64, 66, 68, et l'une des dernières, qui d'ailleurs fêtera aussi dans nos mémoires collectives, nous fait réfléchir, celle de 82, voulue par François Mitterrand, qui vient solder cette histoire. D'ailleurs, qui déclenche, je le rappelle, le premier 49-3 de la gauche socialiste dans ce pays. Ce qui prouve que cette histoire, elle traverse là aussi l'histoire de la Ve République. Et les amnisties concernent essentiellement, et je le rappelle, là vous venez de le dire, la guerre d'Algérie. Elles ont à la fois permis de sortir du conflit. Les amnisties de 62, avec toute leur ambiguïté et toutes leurs contradictions, en gros, donnent aux deux camps une sorte de, pour faire simple, de blanc-seing de ce qui s'est passé. Avec des vraies difficultés, mais c'est valable ce que je viens de vous dire pour les militants du FLN, par exemple, comme c'est valable pour la police ou l'armée française. Elles ont donc leur part d'ambiguïté. On ne peut plus juridiquement devant la justice, questionner ce temps passé en Algérie, y compris la torture, ou de l'autre côté, d'ailleurs, des crimes qui auraient pu être commis ou des attentats qui auraient pu être faits. Ça a été la volonté qui a accompagné les accords d'Évian de tourner une page. Ça ne veut pas dire si la justice dans nos cours pénales ne peut pas être rendue sur ces enjeux, puisqu'il y a des lois d'amnistie, et qu'on imagine mal qu'on revienne un jour sur ces lois d'amnistie, mais là-dessus, peut-être que Benjamin aura un point de vue, ça n'empêche pas d'avoir un débat moral, un débat historique sur la vérité. L'amnistie ne nous interdit pas de parler de la vérité de ce qui s'est passé. C'est deux sujets très différents. Et aujourd'hui, notre pays doit accepter aussi que dans ces moments de violence qui ont été 8 ans de guerre, je tiens à le rappeler, après 8 autres ans de guerre en Indochine, et pendant ce temps-là, continuait 12 ans de guerre au Cameroun, que ces guerres doivent s'arrêter à un moment. Et que dans ces guerres, il y a toujours des accords pour justement trouver à un moment une forme de pacification des mémoires et que les combattants rentrent chez eux. Nous pouvons l'accepter, notre génération peut accepter ça, même si on peut critiquer certains aspects de ces lois d'amnistie. Mais la vérité, ça n'a aucun rapport avec le droit. La vérité, c'est le métier des historiens. C'est notre métier. Là, nous ne sommes pas des juges, Benjamin et moi. Nous n'avons pas à juger. Nous pouvons critiquer. Nous pouvons donner nos points de vue. Nous pouvons quêter la vérité. Nous pouvons même dire que certains ont menti. Nous pouvons même dire que certains ont été criminels dans nos travaux. Mais ce n'est pas à nous de juger. Nous savons aujourd'hui que cette page judiciaire a été tournée. Par contre, sur le travail de vérité, le débat pourrait s'accompagner sur un travail d'accès aux archives plus large, sur un travail sur certains moments d'histoire qui restent encore sombres, sur une difficulté de pouvoir travailler sur certains sujets. 60 ans après, 70 ans après, c'est une réalité. Regardez sur la guerre du Cameroun, une mission d'enquête travaille actuellement pour connaître les faits. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de pouvoir accéder à tous les dossiers. Et sur la guerre d'Algérie, le travail se fait. Des commissions, et Benjamin c'est quelque chose puisqu'il s'en occupe, travaillent hardiment. Et on parle encore, rendez-vous compte, 60 ans après, d'archives, d'accès au savoir, d'ouvrir les éléments pour que les historiens, justement, et les historiennes, pleinement, puissent travailler sur ces questions. Vous avez évoqué le fait que vous n'étiez pas juge. Emmanuel Macron, qui n'est pas plus juge que vous, affirmait pourtant en 2017 que la colonisation était un crime contre l'humanité. Benjamin Stora, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Alors, Emmanuel Macron, il est président de la République, il n'est pas historien. Il faut d'abord préciser les choses. C'est un homme d'État, c'est un homme politique. Donc, je rejoins totalement ce que dit Pascal. Ne pas mélanger les genres, mais lui, il peut, disons, décider d'un certain nombre de gestes, et en particulier, je répondais ensuite à votre question, en particulier le fait que les historiens peuvent publier énormément de livres, recueillir énormément de témoignages, faire beaucoup de films, de documentaires, etc.
Mais l'image, c'est juste une image, comme disait Godard. Ça ne permet pas véritablement de guérir. Ce qui permet, entre guillemets, de guérir, c'est l'acte politique. C'est ça qui permet d'avancer. Le grand truc qui s'est passé cette année, ou les 2 dernières années, à la suite de mon rapport d'ailleurs, ça a été la reconnaissance par la France de l'assassinat de Ali Boumendjel, de Maurice Audin, des massacres du 17 octobre 61. C'est-à-dire qu'il s'agissait là d'actes politiques de l'État. C'est-à-dire que les historiens avaient fait la lumière déjà depuis très longtemps sur l'affaire Audin. Pierre Vidal-Naquet avait publié un ouvrage en 1958. Il y a eu énormément de travaux, des thèses qui avaient été soutenues, etc. Mais la grande question, le grand pas en avant, c'est quoi? Eh ben, c'est naturellement la reconnaissance par l'État, disons, de ce qui a été accompli dans cette histoire. Donc ça, comment dire, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. Pourquoi c'est quelque chose d'essentiel? Parce que si on fait ce geste, l'accusation qui vient tout de suite après, c'est « oui, mais vous voulez faire acte de repentance ». Or, le mot repentance, c'est un mot qui a été forgé il y a une trentaine d'années, c'est un mot écran, en fait, qui a été forgé pour ne pas considérer la complexité de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'histoire comme un bloc. C'est-à-dire qu'on n'a pas à rentrer dans les détails de l'histoire. L'histoire, il faut l'accepter ou la quitter. Mais on ne peut pas entrer dans cette histoire, dans ses ombres et lumières. C'est pas possible. Et donc, la question de la repentance qui est brandie, en fait, sans cesse, c'est ne pas pouvoir rentrer dans cette histoire. À la fois les historiens ou les hommes politiques ne peuvent pas rentrer dans cette histoire. Il faut tout prendre comme un bloc, tout juger comme un bloc. Donc, à partir de là, il est évident que les lois d'amnistie ont été, bien sûr, votées. Elles sont très nombreuses. Elles sont sans cesse. Il y en a encore d'autres, beaucoup d'autres, etc. Mais là-dessus, c'est effectivement le jugement de l'histoire, le jugement moral, qui est la question éthique, disons par excellence, et la responsabilité éthique qu'on peut avoir par rapport aux jeunes générations qui arrivent. Parce que lorsqu'on va dans les lycées aujourd'hui, ou même dans les facs en première année, etc., les jeunes gens, les jeunes filles qui ont 18, 20 ans ne comprennent pas tous les débats, les hésitations. Pour eux, c'est très loin tout ça. C'est comme la guerre 14-18 à mon époque, quand j'étais étudiant. C'est-à-dire que c'est très très loin. Ils comprennent pas que c'est d'une évidence. Disons, de qualifier les choses, de nommer les choses, on peut plus les juger, puisque les gens sont tous décédés. Les responsables sont tous morts maintenant. Mais au moins qu'on qualifie les choses, qu'on les dise. Et ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont une espèce de stupéfaction, pour certains d'ailleurs, sur le fait du retard, disons, qui est pris par rapport au fait de regarder et d'écrire cette histoire. Benjamin Stora, vous avez été professeur à Hanoï notamment, vous avez aussi beaucoup travaillé sur la guerre d'Indochine. Pourquoi la guerre d'Indochine semble avoir laissé moins de traces dans le paysage politique français que la guerre d'Algérie? C'est un gros sujet, effectivement. Je me suis aperçu de ça en travaillant sur les rapports entre guerre d'Indochine et guerre d'Algérie, parce que la plupart des officiers français qui ont été en Algérie étaient passés par l'Indochine. Donc il fallait connaître l'Indochine. Et donc je suis allé en Indochine, j'y ai vécu à Hanoï, à l'école française Extrême-Orient, et j'ai réfléchi à cette espèce de trou noir dans la mémoire française sur l'Indochine, parce qu'il y a très peu de films en fait sur l'Indochine, de fiction y compris, assez peu de documentaires, il y en a bien sûr, on trouve toujours des choses, mais la guerre d'Indochine a fait plus de morts du côté français que la guerre d'Algérie. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que le nombre de morts de la guerre française d'Indochine a été très très important. Il y a eu 80 000 morts côté français, 25 000 à 30 000 morts du côté de la guerre française d'Algérie. Et je ne parle pas des centaines de milliers de morts vietnamiens. Lorsque j'ai visité le cimetière vietnamien de Dien Bien Phu, par exemple, c'était immense. Immense. Des centaines de milliers de tombes. Enfin, c'est incroyable. Donc, tout ça pour vous dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu d'abord la guerre d'Algérie qui a recouvert tout ça, c'est évident, qui est arrivé tout de suite après. Donc, une histoire chasse l'autre, une séquence chasse l'autre. Et deuxièmement, la présence française en Indochine, à la différence de l'Algérie, n'était pas aussi importante. Il n'y avait pas une colonie de peuplement aussi importante que celle de l'Algérie. L'Algérie, il y avait 1 million d'Européens qui vivaient. Ce n'étaient pas tous des colons, bien entendu, mais qui étaient là depuis 3, 4, 5, 6 générations, alors qu'en Indochine, la colonie de peuplement était beaucoup plus réduite. Elle existait. D'ailleurs, on la voit dans le film de Francis Ford Coppola dans Apocalypse Now. C'est un passage qui a été supprimé et remis. On voit Christian Marquand qui est un planteur, un colon dans le film Apocalypse Now. Donc il y avait une présence française, mais beaucoup moins importante que celle de l'Algérie. Donc les gens concernés
en France directement par l'Indochine sont beaucoup moins nombreux que les gens concernés directement par l'Algérie. Ça me paraît évident, quoi. Et enfin, troisièmement, l'Algérie, c'était la France. C'est-à-dire qu'il y avait un rattachement administratif complet de l'Algérie à la France. C'était des départements français, avec la mairie, le kiosque à musique, les allées de platane, etc., etc. C'était la France. Bon, et c'était pas la France en même temps, bien sûr, puisque la majorité des Algériens musulmans n'avaient pas accès au droit de vote à égalité avec les Européens, sauf qu'à partir de 58. Donc l'Indochine, non. L'Indochine dépendait du ministère des colonies, le ministère de l'Outre-mer. C'est pas pareil. L'Algérie, c'est le cœur, disons, de ce qu'a été l'Empire et le nationalisme français. C'est le cœur du nationalisme français. Donc c'est très très difficile, disons, d'aborder cette question de front. Et donc on a préféré l'évacuer. On a préféré évacuer encore plus l'Indochine que l'Algérie. J'ajouterai dans la comparaison un élément supplémentaire aussi, c'est qu'en Indochine, il y a eu une défaite militaire française à Dien Bien Phu, ce qui n'a pas été le cas de l'Algérie. C'est-à-dire que là aussi, il a fallu effacer ce qui constitue une véritable défaite militaire, on le sait par le général Giap, donc qui a fait tomber le camp retranché de Dien Bien Phu à l'issue de mois et de mois de combats acharnés. Et ce qui n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de Dien Bien Phu en Algérie, ça n'existe pas. Alors la défaite de Dien Bien Phu renvoie encore une fois à la question du nationalisme français. Donc il fallait là aussi, disons, évacuer ce qui représentait cette défaite militaire de la France. Je voudrais dire deux choses aussi avec Benjamin. Je pense que la rapidité du déclenchement de la guerre d'Algérie après l'Indochine, le trauma a eu lieu déjà bien avant. La guerre d'Indochine est déjà devenue une guerre de la guerre froide à un moment. Chez les Français, on ne sait plus si c'est une guerre pour sauvegarder l'Empire ou empêcher le communisme de s'étendre avec le contexte coréen et tout ça. Donc elle a déjà perdu une part de sa part coloniale. Et puis il y a la seconde guerre du Vietnam, qui aussi est venue se superposer à tout ça, qui a effacé la première. Dans cette guerre contre un communisme aussi où les deux blocs s'affrontaient. Toutes ces choses-là ont fait que l'Indochine, quelque part, c'est effacé. Et puis que l'Indochine a donné le sentiment d'être quelque chose qui nous échappait, parce que c'était tellement lointain que c'était qu'une part de l'Empire qu'on perdait. En même temps, on a perdu les comptoirs des Indes, tout le monde l'a oublié, dans la foulée de l'Indochine. Nos plus vieux comptoirs ont été perdus dans les quelques mois qu'on suit la guerre d'Indochine. Et ce lointain a été aussi loin. Et puis, il n'y a pas eu d'appelé et de réappelé. Non, bah voilà, c'est des soldats de carrière. Donc, tous ces éléments-là, vous pouvez les mettre bout à bout, qui expliquent. Mais ça ne veut pas dire que dans les années qui viendront, justement, cette part de cette histoire plus globale, c'est-à-dire d'un seul coup, regarder cette histoire dans son sens large, impérial reviendra, parce que c'est là qu'on comprend que c'est une histoire mondiale française. Un jour, on vous reparlera de la Louisiane, on vous reparlera du Canada. Là, nous regardons un temps court, mais l'histoire impériale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un temps long. C'est 5 siècles d'histoire, avec justement ces conquêtes et ces défaites, et ces récits qui permettent au final d'avoir un récit collectif et global. C'est aussi ça. Vous savez comme moi, quand vous avez été à l'école, on vous a appris certes des dates, certes des faits, mais c'est au final qu'on vous explique la compréhension du sens de l'histoire. Le tout se regarde sur le temps très long. Ce rapport à la France au monde, c'est 5 siècles d'histoire. Pour aller peut-être plus loin dans la comparaison, Pascal Blanchard, est-ce que les autres puissances colonisatrices rencontrent les mêmes difficultés que nous à faire mémoire ? Il y a une palette extrêmement large de la manière de digérer son passé colonial. Si vous allez au Japon, et que vous avez une salle remplie de 500 jeunes étudiants et que vous commencez à parler de l'impérialisme japonais, tout le monde baisse les yeux. Personne ne vous pose une question. Ils sont traumatisés. Le Japon, et alors nous à côté, on est des amateurs en termes de traumatisme. Les Japonais, c'est le non-dit absolu de l'histoire impériale, parce que c'est l'empereur. Nous, c'est la République et c'est Marianne. On est dans un cas de figure qui nous situe, on va dire, entre les Belges et les Japonais. Nous avons le poids de cette histoire, le poids de la République, qui nous empêche de regarder cette histoire impériale. Et puis nous avons aussi une immigration de jeunes qui sont, ou de moins jeunes d'ailleurs, qui sont issus de cette histoire, ce qui fait un sujet particulier. La Belgique peut être assez proche de nous sur la question notamment du Congo, Rwanda, Burundi, un peu différente. Mais la Belgique est dans notre sphère. Les Allemands sont en train de redécouvrir aujourd'hui leur histoire impériale après l'avoir oubliée pendant 60 ans, parce qu'ils avaient autre chose à faire, une autre mémoire à porter. Vous avez des pays qui sont extrêmement étanches à l'histoire impériale. L'Espagne vit cette histoire impériale comme un oubli, comme si le franquisme, venu pourtant du Maroc, a en grande partie effacé la question. Les Portugais, comme nous, ils ont découvert 15 ans après nous ce temps de la mémoire, puisque les indépendances ont été beaucoup plus tardives, commencent à peine maintenant à commencer à questionner ce passé. Et des fois très fortement. L'Italie vit bizarrement son histoire impériale. Elle est à la fois là et jamais là. Elle est jamais là parce que Mussolini, l'histoire impériale, la conquête de l'Éthiopie, tout ça s'est effacé et de temps en temps vous avez des grandes bouffées qui viennent. Mais en fin de compte, elle est peu présente. Des pays dont on pensait qu'ils avaient parfaitement assumé cette histoire sont dans un haut et un bas, les Pays-Bas.
extrêmement intéressant. Vous avez vu qu'il y a quelques semaines, l'État aux Pays-Bas a décrété que 200 millions d'euros allaient être dépensés pour structurer des lieux de mémoire, d'histoire, autant sur l'esclavage que la colonisation. D'autres pays qui avaient totalement oublié cette histoire, de l'esclavage par exemple ou la colonisation, le Danemark, vous allez me dire, mais où était le Danemark? Rappelez-vous du Groenland, ça va vous rappeler des choses. Vous voyez que tous ces pays ont des temps... Et puis les Anglais sont peut-être un cas à part. Alors eux, il y a la fierté britannique de l'Empire. Et encore, chez la jeune génération. C'est le plus grand empire. C'est le plus grand empire. C'est des fois très sidérant de regarder comment les Britanniques aujourd'hui, les jeunes Britanniques, vivent cette histoire impériale. Il y a une sorte d'à la fois de distance et pour certains qui sont extrêmement militants, on l'a vu sur les statuts qui ont pu être déboulonnés, actifs. Et puis enfin, vous avez un pays qui ne sait même pas qu'il a colonisé, qui a pourtant été un grand empire, les États-Unis. Allez dire à un Américain qu'il a colonisé les Philippines, il vous dit « Ah bon ?» Porto Rico, c'est ni plus ni moins qu'une colonie qui est restée. Hawaï, vous voulez qu'on en parle? Les présences américaines impériales existent, mais elles ne sont pas du tout présentes dans la mémoire américaine, qui est beaucoup plus occupée par l'histoire de la ségrégation, l'histoire de l'esclavage, ou l'histoire du massacre des Indiens en Amérique, qui marque, je veux dire, d'une certaine manière, cette mémoire qu'on pourrait appeler impériale. L'empire de l'intérieur, l'empire de l'extérieur. Vous voyez, il y a une polymorphie des manières dont les mémoires montent, et puis en fin de compte, vous avez maintenant une mémoire mondiale. Au moment, rappelez-vous, un peu avant, puisque en Martinique, c'était quelques jours avant et après l'affaire Floyd aux États-Unis, sur la terre entière, des statues ont été déboulonnées. Sur la terre entière, des jeunes ont tagué des statues d'anciens colonisateurs. Ce débat maintenant sur la mémoire coloniale se mondialise. Il est de moins en moins national. Il est de plus en plus connecté. Parce que l'histoire coloniale est aussi une histoire connectée, une histoire globale. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser aussi bien à l'histoire de l'Empire japonais qu'à l'histoire de l'Empire français, voire à l'histoire de l'Empire ottoman ou de l'histoire de l'Empire russe. Toutes ces questions-là ne sont plus des histoires qu'on va regarder à notre micro-récit, mais un récit plus global. Vous évoquez des histoires connectées. Mais peut-on se demander si les populations anciennement colonisées demandent vraiment excuses et réparations? À titre d'exemple, Frantz Fanon écrivait dans Peau noire « N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les Noirs du XVIIe siècle? Vais-je demander à l'homme blanc d'aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle? Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. » Ça, il a écrit ça, c'est son premier livre au début des années 50. Il n'écrivait pas tout à fait la même chose dans les années de la Terre. Donc on cite, ça dépend. Vous savez, c'est comme les histoires avec Marx. On cite toujours ce qui nous arrange entre un moment et un autre moment. Pour compléter ce que dit Pascal sur cette, disons, variation mondiale, je dirais que la question de la mémoire est devenue aussi un instrument diplomatique, un instrument politique dans la gestion des relations internationales. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire simplement d'historiens, de livres ou de je ne sais quoi, c'est aussi un instrument politique. C'est-à-dire que les États s'en emparent à tort ou à raison. À tort ou à raison, c'est-à-dire ils en font ou pas des facteurs de légitimation de leur propre État, ce que le président de la République avait pu appeler la rente mémorielle concernant l'Algérie, mais qui est valable aussi pour la France, où il existe une rente mémorielle aussi, dans le fait d'aller vers la grandeur, disons, d'un passé évanoui. Donc, c'est d'abord un instrument, disons, d'investigation diplomatique qui est mis en avant de plus en plus maintenant par les États. Et ça, c'est nouveau. Il y a 20-30 ans, ça n'existait pas avec cette même ampleur. Le fait qu'il y ait 3 rapports qui ont été commandés en France à des degrés différents, plus d'autres encore qui existent sur l'Afrique, sur, comment dirais-je, l'Algérie, puis le Rwanda, puis d'autres rapports, le Cameroun, etc. Sur les Antilles. Les Antilles, absolument les Antilles, oui. Tout à fait, absolument, prouvent quand même que c'est rentré dans cette sorte de domaine politique très très important. Ça, c'est une chose qui me paraît nouvelle. Enfin bon, peut-être les historiens n'avaient peut-être pas suffisamment anticipé il y a une trentaine d'années. Ça, c'est. Deuxième aspect qui me paraît aussi très important, c'est que contrairement à ce qu'on dit, sans vouloir être nationaliste français, je dirais quand même que nous avons en France accompli un travail scientifique sur les histoires coloniales bien avant beaucoup de pays. Il faut quand même le dire, parce que moi je veux bien qu'on critique tout le temps, etc. Mais moi j'ai toujours été effaré par le fait que en Angleterre, qui était le plus grand empire colonial du monde, il y avait, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, dans les années 80, il y avait pratiquement aucun chercheur. Je peux vous assurer de ça. Hein. Il n'y avait rien, ça n'existait pas. Jusqu'aux années 2010. C'est-à-dire que pratiquement, le nombre de thèses, de doctorats, de recherches, d'aller aux archives, etc., c'était très très faible.
C'est-à-dire que c'est la France quand même qui a lancé, y compris par rapport à l'Allemagne. Je sais, je suis bien placé aussi pour le savoir, parce qu'en Allemagne, effectivement, ils avaient une autre mémoire à traiter, mais ils avaient pris beaucoup, beaucoup de retard. Le Portugal avait pris énormément de retard. Bon, alors je parle même pas de l'Espagne, etc. Donc, je veux dire qu'on a quand même, c'est sur la base des acquis scientifiques des historiens que les hommes politiques français ont pu s'adosser pour prendre des décisions et organiser des rapports, disons, politiques et prendre ce qu'on pourrait appeler et mettre en œuvre des préconisations. C'est parce que l'école historique française sur la question coloniale, je peux citer quelques grands noms, de Catherine Coquery-Vidrovitch à Charles-Robert Ageron, en passant par Charles-André Julien, qui ça fait très, très longtemps que ce sont des Claude Liozu, Gilbert Meignet, etc. Il faut leur rendre hommage. Bon, la plupart ont disparu aujourd'hui, mais ils ont travaillé sur les questions coloniales très tôt. Je veux dire, au moment même de la décolonisation, il y avait des historiens français extrêmement pointus, je veux dire, sur la question coloniale. Quand moi, je suis entré dans le monde universitaire de la recherche en 1974, sous la direction de Jean-Pierre Rioux et René Raymond, 1974, à Nanterre, 50 ans. Incroyable. Je pensais ça ce matin. Donc, il y avait, comment dirais-je, il y avait déjà un acquis, je veux dire, historiographique, qui était très, très important du point de vue de la recherche des historiens français sur la question coloniale. Donc, il faut aussi mettre en partage, et là j'arrive à la dernière question, en partage tout ce savoir. Pourquoi ? Parce que, comme sur la question des archives, avec la révolution numérique, on ne peut plus raisonner comme avant aussi. C'est-à-dire, avant, c'était j'ai mes archives, t'as les tiennes, est-ce que tu les ouvres, est-ce que je les ferme, etc. C'est complètement dépassé. Maintenant, la vitesse, l'instantanéité de la numérisation extraordinaire qui s'opère à l'échelle mondiale, cette fameuse mondialisation dont parle Pascal, qui est très très juste, elle a une traduction technologique. Cette traduction, c'est la numérisation. Par exemple, on vient de numériser plus de 2 millions d'archives de l'histoire de l'Algérie, on vient d'achever, et que vraisemblablement, nous allons remettre aux Algériens prochainement, quitte bien sûr à remettre aussi des documents authentiques, bien sûr, en matière de papier. Mais la numérisation est un facteur extraordinaire d'accélération de la recherche et de la mise en partage de l'histoire coloniale, et non pas simplement l'histoire coloniale où chaque nation regarde son passé. Ça me paraît important. Puis enfin, dernier aspect, j'ai parlé tout à l'heure des craquements d'empire. Mais le Commonwealth, il craque. Avec le nouveau roi qui arrive au pouvoir, il y a pas mal de gens qui disent maintenant c'est fini la couronne. L'allégeance à la reine, au roi, etc. Dans les nouvelles générations, je ne vais pas ici citer tous les pays du Commonwealth, ça passe de moins en moins bien tout ça. Donc ça veut dire que les demandes de mémoire, des récits, d'histoire, de restitution, etc., vient des anciens pays colonisés. Et bien sûr. Il faut les écouter. Il faut les écouter. Et ça va pas être simple pour le nouveau roi de Grande-Bretagne, le roi Charles. Ça va pas être simple pour lui. C'est un sacré défi qu'il a devant lui sur la question du Commonwealth. Si je peux me permettre, Benjamin vient de citer 3 exemples très concrets. Vous regardez la demande de restitution des biens culturels ou des restes humains, par exemple. Et on voit les demandes qui arrivent justement pour remettre l'histoire à l'endroit. C'est une manière aussi de regarder le passé colonial. Ramener les objets pillés ou ramener les corps encore dans nos muséums, il y en a beaucoup, hein. Et pas qu'en France, hein. Et une loi vient de passer, je vous le rappelle, il y a 1 mois et demi en France, 2 mois et demi en France, sur les restes humains qui sont conservés dans nos musées et muséums. Donc vous voyez bien que là, vous avez affaire à une question. Il y a une différence, par contre, de demande. Il est normal que dans les métropoles ex-coloniales, la demande ne soit pas la même que dans les ex-pays colonisés. Il y a les travaux de mémoire. Souvent, d'ailleurs, les Africains nous disent « Écoutez, réglez déjà votre problème, vous aussi, entre vous, les Français, parce que l'histoire coloniale, c'est aussi un de vos problèmes à vous. » Et c'est vrai que c'est un problème sur d'abord une histoire nationale qu'il faut régler, un imaginaire, un récit, comment on va le faire. Et puis, n'oubliez pas une chose, dans la mondialisation dont vient parler Benjamin, mais que la mondialisation dans le travail, elle se fait déjà depuis très longtemps. Nous travaillons avec nos collègues aux 4 coins du monde, alors grâce au numérique encore plus vite qu'avant. C'est-à-dire faire aujourd'hui un livre avec une centaine d'auteurs, et Benjamin, on sait quelque chose dans ce genre d'entreprise que nous... Ça se fait depuis 20 ou 30 ans. Nous travaillons avec nos amis à Johannesburg comme Achille Mbembe, avec nos collègues qui sont à UCLA, avec nos collègues qui travaillent au Vietnam, en Algérie, au Maroc. La question ne se pose même plus d'ailleurs de la frontière de la recherche, dans les ouvrages, dans les projets scientifiques. Dans les colloques, c'est un peu plus dur parce que des fois, on a du mal à avoir des visas pour venir travailler en France. C'est un vrai sujet. Mais aujourd'hui, le travail en commun se fait. Et en même temps, il y a une relecture dans les ex-pays colonisés de l'historiographie des fois très officielle qui a été construite au lendemain des indépendances. Parce que là aussi, il y a un débat sur comment l'histoire coloniale a été racontée dans ces pays. Il y a un vaste débat. C'est
Il y a un très souvent. bon livre de Marc Ferraud, Oui. qui s'appelle Comment on raconte l'histoire Comment on aux raconte enfants. Exactement. Un vieux livre, hein, il y a une vingtaine d'années. Mais, C'est mais très, Marc, très bien Marc foutu. était une grande référence parce qu'il travaillait beaucoup sur les enjeux de mémoire et les guerres de mémoire. Je sais, on avait travaillé ensemble sur la comparaison des guerres de mémoire dans les pays de l'Est, mémoire coloniale, mémoire du nazisme, mémoire du fascisme, avec Isabelle Véramasson. Et vous vous rendez compte qu'il y a aussi un rythme dans les histoires mémorielles. La mémoire, c'est pas un truc linéaire, hein. La mémoire, elle vit au rythme des marées, on va dire d'une certaine manière. Il y a des va-et-vient. Il y a des nouvelles générations qui amènent avec des nouvelles... Vous voyez bien que les nouvelles générations, par exemple sur le travail de la femme aux colonies, sur le travail de la domination sur les corps, sur la violence sexuelle dans les empires, sur l'histoire de l'homosexualité, sur l'histoire impériale qui se regarde complètement décentrée, sur l'histoire des migrations sud-sud. C'est une révolution. L'écologie impériale. À l'époque de Benjamin et moi, Benjamin parlait d'il y a 50 ans, moi de 35 ans, mais si j'avais voulu proposer une thèse sur l'écologie coloniale, tout le monde m'aurait regardé avec des yeux exorbités il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que les nouvelles générations arrivent aussi avec une nouvelle manière de penser l'Empire. Par exemple, de l'effet tectonique qu'a eu sur les économies, sur les agricultures, sur les produits plantés dans tous les différents territoires coloniaux, parce que ça a traumatisé, je dirais, les écosystèmes. C'est nouveau. Il y a 40 ans, personne ne travaillait là-dessus. On travaillait sur l'économie impériale. On travaillait beaucoup moins sur l'écologie ou sur l'agriculture. Toutes ces questions vont arriver. La place des femmes, si vous regardez les thèses qui sont déposées aux États-Unis aujourd'hui, ou la place, par exemple, de l'imaginaire. Oui, en France, Benjamin le sait comme moi. La question de l'imaginaire qui est née il y a une vingtaine, une trentaine d'années par les travaux, aujourd'hui, un grand nombre de thèses sur la question impériale, c'est le cinéma impérial, la propagande, les imaginaires, les cartes postales, la représentation. Pourquoi? Parce que l'on travaille sur un sujet qui n'est ni là-bas ni ici. C'est ce qui a fait le lien, parce que la plupart des gens n'allaient pas aux colonies. Et pourtant, regardez les colonies. Vous avez cité tout à l'heure un Jules Ferry. Le discours que dit Jules Ferry, qui est un discours de domination, on voit bien avec les mots qu'il emploie, est très célèbre, qualifié. Je rappelle d'ailleurs qu'un grand député communard d'Auvergne, il faut toujours citer les députés d'Auvergne, député de Brioude, se lève ce jour-là et dit « Vous osez dire... » Il s'appelle Jules Maigne. Il dit « Vous osez dire cela, monsieur Ferry, dans le pays des droits de l'homme. » Ce qui prouve qu'aussi qu'à l'intérieur de la société française, les gens pensent qu'il y avait une forme d'unité, que la nation était coloniale. Mais allez demander à un paysan de la Beauce ou à un viticulteur du Midi s'il était d'accord pour voir arriver les vins algériens. Il vous aurait pas dit qu'il aimait l'Empire, lui, à l'époque. Tout ça montre qu'il y a encore une manière de regarder ces récits, donc de les réécrire, quand même de travailler nos mémoires extrêmement différentes. Et oui, il y a aussi une demande des Suds, mais cette demande des Suds, elle est déjà arrivée à quelque chose de très concret. Rendez-nous ce qui a été pillé pour nos musées. Construisons aujourd'hui une mémoire commune. Et ce qui s'entend dans la rue au Burkina, au Niger, et là, c'est autre chose. C'est vous, Français. Tournez cette page coloniale. Il va être temps. C'est encore une autre type de demande. Et la jeune génération n'a plus du tout envie d'attendre, hein. La preuve, elle a remis l'armée française dehors. Justement, sur le concept de France-Afrique que vous évoquez, est-ce que la France-Afrique ne passe pas aussi par des apports aux pays d'Afrique de l'Ouest? On pense au soutien au franc CFA, aux aides publiques au développement notamment. Et ces apports engendrent-ils une vassalisation de ces pays? Faut-il les arrêter? Ça dépend comment vous posez la question. L'aide au développement, non. Ça dépend quelle aide au développement pour quel deal. L'aide au développement en tant que telle n'est pas une vassalisation à partir du moment où elle est pensée internationale, avec une logique globale, et qu'elle n'est pas un deal d'intérêt entre un pays et un autre pour avoir un récit, par exemple, quelqu'un qui va voter pour vous après à l'ONU, ou avoir des intérêts pour privilégier vos propres entreprises. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Ça a été le cas pendant très longtemps. Aujourd'hui, avec la mondialisation et le travail que fait l'AFD, c'est un petit peu plus complexe. Mais en même temps, tous les empires font ça. Les Chinois, les Turcs et les Russes font la même chose. Attention, l'aide au développement a souvent été une arme, puisque c'est de l'argent. Et quand vous avez de l'argent, vous faites un deal. La question du franc CFA est encore une autre question, puisqu'une grande partie des États africains concernés ne veulent pas forcément, même si leur opinion le demande, que le franc CFA disparaisse, de peur que leur monnaie s'écroule. Très compliqué. Sur la question de la mémoire coloniale, beaucoup des élites en Afrique considèrent que la France n'a pas fait le travail. Malgré les avancées, Benjamin l'a dit, le travail a été fait, malgré le grand discours, celui du président de la République Emmanuel Macron à Ouaga, de goût, n'a pas permis de pousser ce cap qu'on aurait pu attendre générationnel. Pour faire à peu près simple, avant lui, Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais qui étaient trop tributaires de leur propre récit, de leur propre parti politique, droite et gauche, ont pensé que quand Emmanuel Macron arrivait, il est arrivé après l'Empire. Il n'avait pas connu l'histoire coloniale, ni par sa filiation politique d'un parti ancien, ni par son âge, et qui serait beaucoup plus à l'aise pour tourner globalement la page. Il l'a fait en partie, souvent beaucoup plus que ses prédécesseurs. Mais il y a une limite qui s'est posée, c'est de se rendre compte que dans la société française, elle n'avait peut-être pas aussi vite évolué
que sa génération politique. Il y a des freins encore. Il y a des gens, Benjamin l'a dit tout à l'heure, qui ne veulent pas. Ils vous traiteront de repentants si vous commencez à ouvrir certaines boîtes de l'histoire. Et puis d'autres ont une vision extrêmement manichéenne de l'histoire impériale. En fait, on est comme dans un élastique. Tiens, on va se mettre au milieu de l'élastique, Benjamin, toi et moi. Et l'élastique, il tire des deux côtés. En gros, vous avez une sorte de wokisme identitaire pur et dur, et de l'autre côté, une nostalgie réactionnaire qui tire sur l'élastique. Et au milieu, vous avez la science, le travail, la volonté d'avoir des missions, le fait de vouloir transmettre, qui se retrouvent étirés dans cet élastique du temps. Et en même temps, c'est très classique. Parce qu'il y a encore un point politique dans cette histoire impériale. Comment raconter l'Empire ? C'est pas hasard si à chaque élection présidentielle, des candidats et des candidates vous parlent encore des colonies. Je vous rappelle que si Emmanuel Macron en a parlé en 2017, avant d'être élu, sur le crime contre l'humanité, vous aviez à François Fillon qui lui répondait que la France n'avait jamais fait la guerre au Cameroun, et à l'élection d'après, une Pécresse qui nous dit « mais pas du tout la repentance, elle ne va pas revenir ». C'est un des sujets qui, depuis 40 ans, est présent dans quasi toutes les grandes élections présidentielles à travers des déclarations. Ça reste un des marqueurs d'être français d'un camp ou d'un autre, ou d'avoir un point de vue sur l'histoire. Parce que c'est un des sujets dans lesquels on peut encore, le dimanche au repas dominical, se fâcher à table. Il n'y en a plus beaucoup, hein. Tester mai 68 ou tester la Commune, je ne suis pas sûr que le repas se termine mal de Noël. Mais alors, le débat sur la colonisation, ça peut encore déclencher quelques ennuis de famille. D'autant qu'il y a une montée de l'extrême droite en France qui est très puissante et qui s'arc-boute quand même sur la grandeur du passé colonial, en grande partie. Je veux dire que ce qu'on a appelé la dédiabolisation de Marine Le Pen, c'était grosso modo d'affronter la question de Vichy, mais surtout ne pas aborder la question de l'Algérie. Donc ça reste un marqueur. Ce marqueur politique fort, il vise à détruire la frontière entre la droite et l'extrême droite. C'est-à-dire entre la droite gaulliste républicaine traditionnelle et l'extrême droite pétainiste. Tout le combat et tout le débat politique idéologique en France a visé ces dernières années à essayer d'effacer cette frontière. C'était la même chose, en oubliant bien sûr que l'extrême droite voulait tuer De Gaulle. Ça, on l'a oublié. Je veux dire, c'était quand même des attentats très réels. Donc, l'effacement, disons, de la frontière entre droite et extrême droite, et l'effacement aussi des frontières entre la gauche et la droite, dans la radicalité, fait que, bien entendu, prospèrent les idéologies les plus simples, celles qui sont dans le refus de la complexité historique et dans l'affrontement, en fait, fondamentalement, dans la guerre des mémoires, c'est-à-dire dans l'entretien de la guerre. C'est-à-dire qu'on continue la guerre des mémoires. Et ça, c'est un vrai danger aussi à laquelle nous sommes confrontés dans la France d'aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Benjamin Stora, vous concluez la guerre d'Algérie expliquée à tous de manière assez optimiste. Vous estimez que les nouvelles générations qui n'ont pas connu cette guerre sont prêtes à passer à autre chose. N'est-ce pas plutôt l'inverse auquel nous assistons aujourd'hui ? La jeunesse n'a-t-elle pas tendance à cristalliser des tensions coloniales qu'elle n'a en réalité pas vécues ? Non, je crois que c'est la classe politique qui est en retard sur la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est, ce que je disais tout à l'heure, la plupart des jeunes dans les lycées, on a fait un concours hier sur les lycéens de terminale, fait par une association suite à mon rapport, et il y avait 480 lycéens qui ont planché pendant plusieurs mois sur la guerre d'Algérie. C'est énorme, avec leurs enseignants, etc., et ils trouvaient ça tout à fait normal, et ils avaient envie d'en savoir plus. Donc il y a dans la jeunesse, bon, je reprends pas tout ce qu'a dit Pascal sur ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, ce qui se passe en Afrique, etc., il y a une incontestable volonté de passer à autre chose et de regarder les choses. Non, par contre, la classe politique, alors on pourrait détailler, chacun des acteurs de cette classe politique n'ont pas tout à fait intérêt aussi à réexaminer leur propre passé. Alors évidemment, il y a l'extrême droite, j'en ai parlé rapidement, bon, qui était pour l'Algérie française, bien sûr, etc. Mais à gauche, il y a aussi, bien sûr, la personnalité compliquée de François Mitterrand, je veux dire, qui était au pouvoir, et qui a été le moment où 45 Algériens ont été guillotinés. Donc c'est pas simple de se déclarer un socialiste radical, j'en connais certains, et qui gardent le portrait de Mitterrand sur leur bureau. Donc c'est compliqué. Ou de Guy Mollet. Guy Mollet, pas plus. C'est compliqué quand même. Vous voyez, c'est pas simple. Donc il y a des problèmes de retard, disons, à l'allumage, du point de vue de la classe politique française par rapport à la poussée qui existe dans la jeunesse aujourd'hui. Mais là où vous avez raison, c'est que malheureusement, ceux qui votent le plus, ce sont les vieux.
C'est eux qui votent. C'est cette clientèle électorale qui massivement se rend aux urnes. Les jeunes, qu'on appelle les jeunes, qu'importe la catégorie, votent beaucoup moins. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai défi de citoyenneté pour les partis politiques, qui est de faire et d'entendre l'aspiration de la jeunesse d'aujourd'hui pour aller voter, pour passer à autre chose, pour passer à une autre histoire que l'histoire coloniale. Pascal Blanchard, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Allons-nous vraiment vers une réconciliation nationale sur ces questions? Par définition, il y aura toujours des conflits où chacun dans son secteur, dans sa communauté, voudra réécrire l'histoire. Mais la grande majorité des gens ont déjà digéré cette histoire. Quand on rencontre des enseignants, Benjamin et moi, quand on rencontre le grand public, la question qui se pose, elle est très simple aujourd'hui. Quand est-ce que dans ce pays, on pourra ouvrir la porte d'un musée et sereinement en famille ou avec son professeur, quand on est un élève, aller voir une histoire coloniale? Vous n'êtes pas sans censé ignorer que dans ce pays, il y a 12 744 musées. Le pays doit faire 87 millions d'entrées de visiteurs par an, notamment beaucoup de touristes dans l'économie culturelle de ce pays. C'est le pays qui a inventé les musées, d'une certaine manière, la France. Le seul musée qui vous manque, c'est lequel aujourd'hui? Le musée d'histoire coloniale. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. C'est peut-être une des grandes étapes que le travail qu'a fait notre génération avec Benjamin, que le travail des missions qui ont été faites, que le travail de prise de conscience avec nos collègues à l'international, que cette réflexion aussi du retour des biens culturels. L'étape prochaine, pour moi fondamentale, elle est qu'à un moment, cette histoire trouve un espace commun pour tous. Une histoire où un enfant issu de l'histoire pied noir, quelqu'un dont le grand-père a fait la guerre d'Algérie, quelqu'un qui est issu de l'immigration marocaine, algérienne, malgache, vietnamienne, ou quelqu'un qui vient des Outre-mer, puisse trouver ce récit dans un récit du commun, avec ses conflits, avec ses débats, avec aussi ses réflexions à avoir, comme les Américains l'ont fait avec ce très beau musée des Afro-Américains à Washington. C'est-à-dire un lieu où il sera possible cette fois-ci non plus de penser, ce que nous faisons dans nos métiers, mais là de transmettre. Faire qu'un enseignant qui a des fois a du mal dans une classe, qui elle-même est métissée pour raconter une histoire où chacun vient d'ailleurs très complexe, d'avoir un endroit où l'endroit pédagogique est le musée. Et Benjamin a bien connu le musée de la Porte Dorée, le musée de l'immigration, c'est que ce sont des enjeux et des lieux majeurs pour pouvoir venir transmettre. Voilà ce qui manque peut-être et voilà ce qui va contribuer ici, comme dans les autres pays. Je rappelle que bientôt la France sera le dernier pays européen à ne pas avoir un musée d'histoire coloniale parmi les grandes nations qui ont eu un empire. Il va être temps de le faire et c'est peut-être ça la prochaine étape pour justement accompagner ce que je crois tout à fait possible, c'est qu'à un moment où nous commençons non pas à avoir une mémoire commune, nous avons des mémoires différentes. Et ça ne sert à rien de penser que toutes les mémoires doivent être uniformes. Par contre, nous avons une histoire commune. Et cette histoire, elle fait partie de notre pays, comme de beaucoup d'autres pays sur la Terre. Et il est temps, tout simplement, de la découvrir, de la connaître, d'en débattre, de l'échanger et de la rencontrer. Pour la rencontrer, il faut des lieux. C'est aussi ça, les vertus de la République, c'est le moment d'être capable de se regarder en face. Et cela fait partie d'une des 22 recommandations de votre rapport, Benjamin Stora, rapport remis en 2021 au président de la République sur la question algérienne. Rapport que je vous invite à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas lu. Merci à tous les deux. Merci à vous. Pour cet échange passionnant.